Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image, toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Aujourd'hui, nous avons une émission bien remplie. Nous allons terminer l'émission avec Joanne Blouin afin de parler du 22e Festival des films pour enfants de Montréal. Donc, en semaine de relâche, c'est un festival que beaucoup de parents apprécient énormément et d'autant plus que Joanne fait une programmation hors de l'ordinaire. Par la suite, nous rencontrons Rémi Saint-Michel afin de parler du film Avant qu'on explose, premier long-métrage. Et nous recevons en début d'émission David Hulot et Chloé Sainte-Mars. Bonjour. Bonjour. Allô, allô. Bonjour. Un film de David Hulot et Chloé Sainte-Mars pour parler des Rives. Aussi un premier film. Oui. Donc, après avoir fait la tournée des différents festivals de courts-métrages, vous vous attaquez à un long-métrage. Oui. Enfin, peut-être, ouais. Hein? C'était comme après 15 ans de travail dans le monde de court-métrage. Combien de courts-métrages? 13? Ben, moi, j'en ai réalisé 13 ou 14. Ouais. Puis Chloé, ensemble, on a fait au moins 4 ou 5. Oui, 5, je pense. Ouais. Mais que là, on était rendus. On était vraiment mûrs. Mûrs pour pouvoir parler de cette histoire de 3 femmes qui vivent un grand deuil. Oui. Parce que dans un cas, il y a 2 filles, Océane et Marine, qui ont perdu leur père. Et cette mère aussi qui se retrouve un petit peu, je veux dire, dans une situation d'entre-deux et qui essaie de refaire un peu sa vie. Donc, ces 3 personnages féminins qui sont à la croisée des chemins. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça permet, je pense, de pouvoir dramatiser un peu leur histoire parce que dans un cas, il y a un personnage qui rentre au secondaire. Dans l'autre cas, c'est un personnage qui rentre, entre guillemets, dans la vie d'adulte. Et la mère, elle essaie de rentrer dans la vie de tous les jours, de vivre avec son quotidien. Hein? Elle essaie d'être une mère de famille. Ce qui est pas facile. Hein? C'est ça, elle était plutôt ado avant. Fait que c'est un peu ça le passage. Ouais, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de parler de la maturité au féminin, des étapes clés de transformation des femmes que je trouve parfois violentes dans la vie. Puis je trouvais que le deuil me permettait de précipiter ces étapes-là, de les rendre plus rapides puis de dramatiser ça. Donc, on a fait ça. Puis de mon opinion, c'est aussi intéressant comment les femmes sont très fortes dans le film. C'est pas un film de deuil, c'est pas un film triste, c'est un film vraiment lumineux, en fait, qui essaie de montrer comment les femmes peuvent devenir femmes d'une façon très... avec plein d'espoir, mettons. Alors, il y a un vide autour... Comme les filles sont autour de la vide, en fait. Le vide de l'absence du père est le centre du film. Ouais. Mais comment les femmes réagissent, pour moi, c'était toujours la chose le plus prenant. Oui, parce qu'il y a une certaine forme de résilience qui s'installe chez ces 3 personnages féminins. Mais ça reste que c'est un film qui aussi porte des scènes qui sont très dures. Oui. Parce qu'on parle un peu d'intimidation. On parle d'une scène presque de viol. On parle d'une mère qui aussi, je veux dire, la difficulté à s'accepter, qui est à bout, qui sait plus trop quoi faire avec ça. Qui perd sa patience très rapidement. Puis qui cherche c'est quoi le sens du bonheur, puis qui se demande pourquoi peut-être qu'elle a eu des enfants, donc ainsi de suite. Donc, il y a quand même, je veux dire, des scènes qui sont très sombres. Oui, ben je pense que pour moi, je voulais vraiment que le film soit touchant. Okay. Vraiment, quand c'était écrit, je voulais pas que les gens soient tristes en le regardant, je voulais que les gens soient émus en le regardant. C'est pas la même affaire. C'est pas la même chose. C'est pas triste, c'est des scènes qui sont dures. C'est ça. C'est dur, puis je pense, pour moi, je trouve ça violent de devenir femme. Donc, j'avais le goût de... Puis il y a quelque chose là-dedans, j'ai l'impression que ces épreuves-là qu'elles endurent... n'importe quelle femme va passer à travers l'une de celles-là, à travers sa vie, tu sais. Puis je trouve qu'il y a un petit côté cathartique à aller voir un film qui nous montre ça, des épreuves qu'on a traversées ou qu'on va traverser ou que des proches ont traversées, puis de voir qu'ils s'en sortent à la fin, sans vouloir vendre de punch. Non, ça, on peut pas. On peut pas. Mais c'est juste en avoir l'espoir qu'elles vont sortir et comment elles vont le faire. C'est ça qui est touchant pour tout le monde. Et comment, finalement, cette famille qui a subi énormément de contre-coups reste unie
Parce que Exactement. fondamentalement, s'il y a une porte de sortie, Oui. sans encore là tout dire, c'est dans cette union. Avec leurs différences, avec leurs difficultés, on sent une très grande complicité. On va revenir avec les comédiennes, mais au niveau du jeu de ces deux jeunes, hein, donc 16 ans et à peu près 11 ans, cette mère, à l'écran, on croit À cette famille. à cette famille-là et à cette complicité qui a Ouais. pu s'installer entre ces trois êtres. Ben, je pense que c'était très important parce que je crois que l'idée aussi du deuil, d'explorer le deuil, c'est la famille éclatée. Une fois que l'encre de la famille est partie, chacune essaie de se débrouiller de son côté, mais comment elles vont faire pour se retrouver puis recréer la cellule familiale puis que ça marche? Après que c'est éclaté. Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai déjà vécu ça dans ma vie. Ma mère était morte quand j'avais 20 ans. Alors, quand j'ai lu le scénario de Chloé, j'étais très, très, très ému par la vérité de scène danger, en fait. De se perdre. De se perdre, c'est ça. Alors, c'est pas... Les scènes sont difficiles parce que, oui, c'est une période très difficile, mais la chose qui m'impressionnait, c'est la profondeur de chaque personnage, comment ils sont vrais et ils ont une humanité très, très forte. Et ce qui m'a frappé énormément, c'est la nuance qui existe dans le film à tous les niveaux. Parce qu'on parlait de scènes dures, on parlait de scènes qui sont un peu lumineuses, mais j'ai l'impression que pendant tout le film, on bascule constamment d'une à l'autre, autant au niveau des choix d'éclairage, hein, parce que c'est très, très beau, mais il y a certaines zones qui sont un peu plus sombres, autant dans des débuts de scène où là, c'est du drame, on va passer à la comédie, ou de la comédie, on va passer au drame. Cette volonté, je veux dire, de pouvoir explorer ces deux facettes, finalement, un peu de l'humanité. Elle est toujours entre les deux pôles. Ouais, à même les scènes, je veux dire. Ça aussi fait qu'il y a une unité, je pense, du début à la fin dans le film. Oui, c'est ça. Puis, si on parle du scénario, c'était ce genre d'ambiguïté, puis le fait qu'on ne sait pas où on est dans une scène ou dans une séquence de scène, qui a beaucoup impressionné les comédiens avant qu'ils ont accepté les rôles. Puis toute l'équipe aussi, on était toujours comme, mon Dieu, ça commence, comme tu dis, comme un film, un moment rigolo, mais ça tombe tout de suite dans la drame. Ouais, Et parce que- vice-versa. Et vice-versa, on est bouleversé. Puis c'est l'accumulation de tout ça qui arrive quand on arrive à la fin, qu'on est vraiment touché, ému, et c'est un genre de catharsis. Mais je pense que c'est aussi une belle façon de désamorcer chez le spectateur quand le spectateur s'attend à voir quelque chose de vraiment dark, puis tout à coup, il y a de la lumière. Je pense que c'est plus engageant pour le spectateur. Oui, puis comme réalisateur, j'ai essayé de, comme tu as dit, mettre ça dans la mise en scène et le découpage technique et dans l'éclairage, même dans le montage, et juste pour soutenir ceux qui étaient déjà là. Et je pense qu'on a réussi avec ça parce que les gens, quand ils sortent après voir le film, parce que ça jouait à quelques festivals, ils ont tous touché par l'empathie des personnages qu'on se trouve. Puis c'est une empathie qui s'installe d'une façon un peu comme secret. Puis on glisse ça. On glisse une empathie pour les méchants, entre guillemets. Là, Est-ce que c'est de là est-ce que de cette façon-là qu'on peut interpréter le titre Dérive? Parce que c'est assez ambigu, hein? Oui, ça peut dire plusieurs choses. Ouais. Il y a des titres qui sont très clairs, hein? Et même si on se réfère à certains de vos courts-métrages, il y a des titres, hein? Évident. C'est évident. Clair, ouais. Alors que là, on est un petit peu, je veux dire, quand on regarde les premières images, on se pose des questions. C'est quoi d'où vient, je veux dire, la signification de Dérive? Ça nous garde régulièrement attentifs. Hein? Oui. Ben, je pense que ça veut dire, évidemment, le plus évident, c'est de partir à la dérive. Là. C'est ça la famille qui se perd puis qui a perdu son capitaine. Il y a toute la thématique maritime est très présente. Par les noms. Le bateau qui débute la scène. Mais c'est le Saint-Lambert. C'est tourné C'est tourné à Saint-Lambert, qui est une ville... Bon, moi, je suis biaisée. J'ai grandi à Saint-Lambert, mais je trouve que c'est une ville vraiment magnifique qu'on voit pas assez souvent au cinéma et qui est
tellement surprenante parce que moi, quand j'ai grandi là, je me rappelle que je regardais la grande ville puis je me disais, j'aimerais ça aller là. Hey, c'est à 9 minutes en métro, tu sais, c'est vraiment à côté, mais pour un enfant, c'est donc bien loin, tu sais. Mais on voit de loin, puis ça a l'air comme un genre de ville inaccessible. Oui, puis ça revient, de fées. Ça revient régulièrement parce que dans le cas d'Océane, qui mentionne régulièrement, là, je m'en vais à Montréal. Là. On ne peut pas tout dire parce que je veux dire, elle a rencontré un garçon plus âgé qu'elle et qu'elle veut quitter la famille et tout, puis elle s'en va à Montréal comme si... Comme si c'était à l'autre bout du monde. C'est à l'autre bout du monde, exactement. Puis c'était ma deuxième question, ma question suivante. Pourquoi Saint-Lambert? Parce que encore là, c'est une ville de l'extérieur. J'ai pas habité, mais de l'extérieur, ça paraît très beau. Hein? Donc tout semble en harmonie. Il semble pas trop avoir de problème. Et là, je veux dire, derrière ce décor, je veux dire, un peu bucolique, se cache, je veux dire, cette famille avec toutes ses misères. C'est ça, c'est que je me dis, en fait, c'est un peu... on aurait pu suivre cette famille-là avant la mort du père, puis ça aurait eu l'air de la famille parfaite. Oui, hein? Vraiment. Mais après, si on s'en vante de punch, si on creuse un petit peu derrière le vernis, on voit que c'est pas parfait du tout. Et puis, c'est aussi ça, la prise de conscience des jeunes filles dans l'histoire, de réaliser que le père parfait, il était pas parfait. Et que ce décor bucolique-là cache des choses plus sombres. Et je pense aussi que c'est difficile d'être dans une situation économique plus difficile quand on a été riche, dans un contexte plus riche, où tout le monde s'attend à ce qu'on soit riche. C'est comme une épreuve supplémentaire. On n'est pas, parmi d'autres gens qui vivent la même situation. On est les seuls dans cette situation. Puis ça souligne la vie qu'ils ont laissé tomber avec la mort du père. Ce qu'ils ont perdu. Oui, ce qu'ils ont perdu. Et ce que vous mentionnez est intéressant parce que c'est jamais surligné dans le film. Il n'y a pas d'analyse sociale. Hein? C'est un drame familial avec, bien sûr, bon, comme on le mentionnait, cette volonté de traverser l'épreuve du deuil, mais toujours en contrepoint, on sent qu'il y a une réalité sociale. Hein? Que ce soit à travers un plan où on voit, je veux dire, les maisons, que ce soit à travers certains plans où on voit la ville, que ce soit les rapports que les enfants ont ensemble aussi. On voit que la dimension sociale, elle est là. Hein? Puis elle est importante pour, finalement, peut-être nous imaginer, je veux dire, les raisons pour lesquelles ces personnages-là se retrouvent à tel moment et à vivre telle émotion. Oui, mais je pense aussi que ça... Moi, je trouve que ça aide à s'identifier aux personnages. Il y a un côté, des fois, où trop facilement, on va voir une situation difficile, puis on va dire, ah, mais ça, c'est loin de moi. Ça pourrait pas m'arriver. Ou ça se passe à tel endroit. Ça se passe à tel endroit. Normal, ça se passe de telle façon. Il les mérite. C'est ça. Tu sais, il y a des escrocs qui habitent dans ce coin-là. Il y a une façon d'être condescendant, en fait, par rapport aux histoires. Puis je me disais... Là, c'est un petit peu truqué l'histoire, mais c'est un petit peu un piège en disant, on vous amène dans un territoire qui est joli, qui pourrait être le vôtre, qui pourrait vous plaire, puis on vous amène voir... Peut-être toujours rêvé. Ou peut-être que vous avez grandi là, tu sais. Et tout à coup, on voit ce qu'il y a derrière. Je voudrais qu'on parle de ces trois dames. Parce que bien sûr, bon, il y a Réal Bossé, le père, Emmanuel Schwartz aussi qui joue Félix, mais ce triangle de femmes, les actrices, les comédiennes, comment vous avez pu, je veux dire, réussir à trouver cette Maïva Tremblay qu'on n'avait jamais vue? Avec du travail. C'était du travail. Ouais. On a vraiment... Chloé était la directrice de casting parce que on parle encore de tous les chapeaux qu'on a apportés pour faire le film. Parce qu'on n'a pas dit que David, théoriquement, t'es à la réalisation, Chloé, théoriquement, t'es à la scénarisation, mais qu'il y a quelque chose d'un peu... il y a un mélange des genres à certains moments. C'est ça. Puis on faisait beaucoup d'autres affaires. Mais juste pour dire que les recherches ont commencé vraiment tôt, avant qu'on ait tourné, on a tourné le film. On a commencé le tournage en octobre 2016, mais on a commencé le casting le 1er mars 2016. Alors, ça a pris tout ce temps-là pour trouver nos comédiennes magnifiques. Puis Chloé a vu, je pense, 300 tapes d'audition que les filles ont Parce qu'on avait fait des appels à tous, fait qu'il y a des gens qui nous envoyaient des auditions. En fait, c'était des petits enregistrements de présentation. Là. Puis elle a choisi les meilleurs. Puis pendant ce temps-là, on a approché plusieurs agences de talent, puis des écoles de théâtre. Puis on a vu une autre 300 filles en audition. De 10 minutes à 1 heure chacune. Ça a pris une éternité. Mais c'était vraiment chouette parce que
on a vu tous les nuances différentes de ces personnages-là. Ça me nourrit comme on a vu plein de propositions intéressantes. Ah oui, c'est ça. Oui. J'avais plein d'idées juste en regardant des filles qu'on n'a pas choisies. Puis finalement, juste à la fin du processus, vraiment presque à la fin, Maëva était le 200e environ fille qu'on a vue. Puis Eleanor qui joue... C'était presque la dernière. C'est la dernière journée d'audition. Fait que c'est une des... Elle n'était pas 300e, mais je pense qu'elle était comme 299e là, ou quelque chose comme ça. Ouais. Parce que dans le cas de Maëva, elle est débordante de vérité. Oui. Hein? C'est, premièrement, on a l'impression qu'on veut la serrer dans ses bras, cet enfant-là. Ouais. Elle crève l'écran, mais pour un premier rôle, pour quelqu'un qui avait peu, je veux dire, de métier. Je veux dire, Aucun. Aucun. Les deux ont jamais. Les deux avaient aucun métier à l'époque. Là, c'est vraiment un casting sauvage, là. Casting sauvage, oui. Ouais. Et on y croit. Je veux dire, toutes les scènes, en tout cas, lesquelles vous avez choisies, sont justes. C'est rare qu'on va dire, elle est off, là. Mais non, je veux dire, elle vient toujours capter notre attention, notre regard. Ouais. Et parfois, elle tourne des scènes très difficiles, là, parce que ça, encore là, sans toi dire à nos spectateurs, c'est que ce père hante énormément, je veux dire, le personnage de Maëva. Elle voit, elle l'imagine. Donc, d'arriver... Elle veut pas le laisser partir. Elle veut pas qu'il soit mort. Non, elle veut Pour pas. elle, il est pas mort. Non, il est dans sa vie de tous les jours. Elle dit, Ouais. mais de le dire, mais d'être capable de le vivre à l'écran, c'est deux choses. Oui. De pouvoir ressentir cette présence-là, c'est vraiment, je veux dire, c'est assez exemplaire là, comme travail. Là, elle a été choisie pour deux raisons. Un, elle avait une profondeur, particulièrement dans son regard. Elle avait une façon de parler sans parler, là, qui était vraiment renversante dès les auditions. Mais aussi, c'était une athlète. C'est pour ça qu'on l'a choisie, parce qu'elle a une discipline... Le casting, c'est très délicat. On casse pas nécessairement les meilleurs comédiens qui sont le plus consistants. On check plein de choses. Et avec Maëva, c'est comme Chloé a dit, son regard était extrêmement profond. Elle a des puits comme des yeux. On sentait quelque chose vraiment en arrière que presque tous les autres filles n'avaient pas de son âge. C'était une maturité. Mais elle est un petit peu plus vieille que le rôle aussi, malgré son air plus jeune. Elle avait 12 ans, puis elle était supposée de jouer 11 ans. 11, ouais. Mais elle était, comme Chloé a dit, une athlète qui faisait le backflip de gymnastique tout le temps, puis on voulait quelqu'un assez coriace pour un tournage. Elle avait 20 jours de tournage, puis des scènes, comme tu dis, difficiles. Puis on a aussi casté ses parents. Oui, c'est vrai. Quand on travaille avec des enfants, il faut que les parents, toute la famille soit présent. Et puisse s'appuyer finalement ces jeunes dans leur démarche. Oui, puis on veut pas des parents qui poussent un enfant qui veut pas être là. On veut vraiment des parents qui veulent le bien de l'enfant, puis avec qui nous, on va s'entendre, puis qui comprennent qu'on veut faire le meilleur film possible, puis qui sont là, c'est ça, pour les protéger puis les soutenir. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui insistent beaucoup pour que leurs enfants fassent du cinéma, mais les enfants, ça leur tente pas nécessairement. Fait qu'il fallait qu'ils soient là pour les bonnes raisons. Oui. Puis Maëva, elle était magnifique parce que dès le tout début, on était touchés, on était émus. Chloé lisait les répliques. C'est elle qui jouait la mère dans toutes les scènes d'audition. Puis elle tombait en larmes. Puis moi aussi, j'avais des larmes qui coulaient. Puis j'étais comme, OK, 2 ou 3 filles dans 300 m'a touché autant. Alors, on prend son nom, on fait un callback. Puis on a fait un callback avec elle puis Eleanor pour voir si les deux étaient capables de jouer des vraies sœurs. On va poster ça sur notre page Facebook éventuellement. On a fait un callback avec les 3 aussi, avec la maman. Avec Mélissa Desaumont-Poulain, juste pour voir si les 3 étaient capables de jouer les scènes de famille. Puis c'était magnifique. On avait des frissons dès qu'elles ont commencé à jouer une scène qu'on va mettre. Parce qu'on avait fait plusieurs mélanges. Parce que pour nous, c'était très important, en fait, la complicité entre les 3. Puis s'il n'y avait pas eu de complicité entre ces 3-là, bien, on aurait fait d'autres choix. Même si on avait une grande affection pour ces comédiennes-là, l'union des 3 était essentielle. C'est vraiment une unité, ces 3-là. Il fallait que ça marche ensemble. Oui, puis on retrouve cette même fragilité dans le personnage d'Éléonore Loisel, mais aussi avec un physique qui est totalement différent. Avec ça, c'est intéressant parce que tu as 2 sœurs
qui ont une certaine complicité, mais qui doivent être différentes. Et là, vous avez réussi à travers ce physique, sans tout dire, là, il y a comme un côté un peu transgenre, disons, Oui. au personnage joué par Éléonore, mais qui nous amène aussi dans une autre dimension qui a un rapport au corps, Oui. qui est très important. C'est jamais encore là surligné, mais c'est toujours... Dans le sous-texte, hein? Ouais. On est dans un passage où on doit apprendre aussi à découvrir son corps, à être une femme, Ouais. à assimiler finalement. Ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire avec parfois ses forces puis ses faiblesses ou avec toute la volonté d'avoir peut-être un autre corps. Il y a quelque chose d'un peu tordu, hein, à ce niveau-là. Mais c'était pas évident au casting. En fait, Ah ouais? elle était tellement magnifique. Elle avait jamais coupé ses cheveux de sa vie. Elle avait des boucles blondes jusqu'à très longues. Très, très belle. Elle était magnifique. On a comme fait, OK, elle est trop comme belle. parfaite, mais elle est trop belle. c'est ça. Elle est trop belle. J'ai besoin de quelqu'un de plus tough parce qu'elle oui. elle joue la rebelle là, dans Ah le oui, film. c'est Là. ça. On ne l'a pas mentionné. Ah oui. Là. Mais autant sa petite sœur a l'air candide, Ouais. autant elle est plus du côté de la tragédie Ouais, dans un ouais. certain On sens. voulait une Ah, tomboy. vraiment. Une tough, là. On voulait une tomboy parce que sa trame Mais c'est narrative... une bonne comédienne, en son fait, arc, que ça oui, a passé. c'est ça. Mais son arc narratif pour son personnage était de jouer le tomboy qui devient une femme. Alors, on a besoin de savoir... Est-ce que physiquement, elle était capable de le faire? Mais oui. Exactement. Ouais. On voit le résultat, puis ça a marché. Puis il y a toujours, bien sûr, Mélissa Desormeaux-Poulain, hein, qui aussi, elle, est pleine de fragilité, avec une force Ouais. de caractère, Ouais. mais aussi, je veux dire, une certaine fragilité qu'elle rend parfaitement à l'écran, là. Oui, moi, ce que j'aimais beaucoup avec elle, c'est qu'elle était tellement capable de rendre le côté un peu adolescent, Ouais. un peu Dès tout le va départ, bien, tout hein, va ouais. bien, tout va bien, mais en dessous, ça va donc bien mal. Il y avait comme, elle était toujours, justement, elle aussi entre les deux pôles, mais elle pouvait passer de l'un à l'autre tellement rapidement. C'est parce que là, vous n'avez pas vu la face de Chloé, mais ça y on voit les mêmes mimiques. Il y a quelque chose dans cet ordre-là Ouais, aussi. ouais. Dans vos courts-métrages, des drames, il n'y en a pas eu tant que ça, hein? Il y avait eu beaucoup d'expérimentation, des jeux sonores, des jeux visuels. Vous avez joué avec la matière du cinéma. C'est encore le cas un petit peu dans Dérive, alors que là, quoique on s'attarde beaucoup plus aux personnages, de vous rapprocher comme ça des personnages, de leur donner la parole, de les filmer. C'est une expérience qui vous tenait à cœur? Oui, beaucoup. Je pense que mes prochains films seront plus axés vers cette approche-là. En fait, on a fait quelques drames au début. On a fait quelques pick-up, drames qui de était- pick-up ou L'Alélie Agile, c'est un film plus fantasiste. Ouais. Mais on n'a jamais vraiment creusé dans un drame aussi profond avec toutes les nuances, toutes les ambiguïtés de personnages. Puis de mettre ça en place, d'avoir un style cinématographique qui prend beaucoup de place. C'était une décision que j'ai faite dès le tout début parce que je voulais pas maganer qu'est-ce qui était déjà écrit par Chloé. C'était tellement puissant, les personnages étaient tellement bien construits que j'étais comme, mon travail comme réalisateur était de vraiment faire un soutien puis de donner un peu de style cinématographique pour donner une unification, mais pas... I didn't want to screw it up. Je voulais pas le C'est une certaine maturité. Hein? Oui, c'est ça. Il y a comme le passage aussi. Mais je pense que c'est normal dans les courts-métrages d'essayer, de tester, de se confronter un peu à la matière du cinéma, puis de voir qu'il y a un moment où peut-être qu'il y a moyen de raconter les histoires avec les personnages et de travailler en harmonie avec eux. Et tout Mais je ça. pense que la nature du court-métrage aussi, c'est d'être plus exploratoire, là, Ouais, peut-être. d'essayer de faire des choses qu'on peut pas se permettre dans un long. Puis moi, quand j'écrivais les cours, je voulais écrire des films qui ne pouvaient tenir que dans un cours. Donc, on se permettait certaines explorations qu'on se permettrait pas dans un long. Puis un film, ça dépend... Chaque approche dépend, pour moi, sur le film. Alors, ce film-là, c'était basé sur l'empathie pour les personnages. Alors, c'est comme, OK, je connais qu'est-ce que je vais faire parce qu'il faut que ça soit... Il faut qu'on ait de l'empathie. On Ouais, fait... ouais. Ouais, c'est ça. Et je pense que les spectateurs ont beaucoup d'empathie pour vos personnages. Merci beaucoup, David Hulot et Chloé Sainte-Mars. Donc, Merci. Dérive qui prend l'affiche vendredi le 8 mars. Oui, Journée de la chose- femme, hein? Exactement. Oui. Journée de la femme. Et il sort dans quand même plusieurs salles. Donc, Quartier Latin, Beaubien, Beaubien. Pont-Viau à Laval, Boucherville sur la rive sud, puis à Sherbrooke à Trois-Rivières, Trois-Rivières. la ville de Québec aussi. Bravo, hein?
C'est pas tous les films québécois qui ont la possibilité, la chance d'avoir. Venez voir le film. Oui, il faut être vu, oui. faut le voir le premier week-end parce qu'on sait très bien que c'est lors du premier week-end qu'on détermine s'il y a une suite. Exactement. Et si ça va jouer dans d'autres salles. Et si ça va jouer dans d'autres salles. Donc, merci beaucoup, David Hulot et Chloé Sainte-Mars. Donc, on vous invite à aller voir Dérive. Merci.